Bonjour et bienvenue dans Sismic, un numéro spécial au vu de l'actualité. D'ailleurs, en toute fin d'émission, nous reviendrons sur ce puissant séisme qui vient de frapper le Japon. Auparavant, nous verrons pourquoi il est important de construire parasismique avec Véronique Falante. Sylvain Minacci, lui, nous expliquera comment appliquer ces normes lors de la réalisation de tout projet immobilier. Mais pour l'heure, place à Sismo Info. Bienvenue dans Sismo Info. Ce mois de février a été marqué par le séisme de Nouvelle-Zélande, dont la magnitude de 6,3 est identique à celui de 2004 aux Saintes. Mais son épicentre ayant été à 5 km de la ville de Christchurch au lieu de 17 pour les Saintes, il a généré une intensité plus importante, expliquant les dégâts et malheureusement les probables 240 victimes. Concernant notre région, l'activité sismique a été normale. Dans un rayon de 450 km autour de la Guadeloupe, l'Observatoire a enregistré 100 tremblements de terre, dont 29 pour la seule région des Saintes. À noter, le matin du 2 février, à 17 km au sud de l'île de Saba, un séisme de magnitude 5,2 a été largement perçu dans les îles du Nord, selon une intensité de 4. Chers téléspectateurs, rappelez-vous toujours que les séismes ne sont pas prévisibles et peuvent survenir à n'importe quel moment. Concernant l'activité volcanique, la soufrière de Guadeloupe a été très calme. Seuls 5 petits séismes de magnitude inférieure à 1,1 ont eu lieu sous le dôme. Si l'activité fumolienne reste significative et nous oblige à maintenir un niveau de vigilance jaune, il n'y a cependant aucune activité éruptive à prévoir prochainement. Pour l'anecdote, sachez que la vitesse du vent au sommet du volcan a atteint les 110 km/h et que la température minimale a été de 9,7 degrés. Kimbered et à la prochaine! Bonjour Véronique. Bonjour. Alors, on entend de plus en plus parler de parasismique, mais c'est quoi exactement une construction parasismique? Une construction parasismique, c'est une construction qui est destinée à sauver des vies, préserver les vies humaines, que ça ne s'effondre pas. D'accord. Et pour construire parasismique, il faut construire selon les normes. Alors j'imagine que ces normes sont établies en fonction de certains critères. Bien sûr, les critères, ce sont les Eurocode 8, les nouvelles normes de construction parasismique. Ce sont des normes européennes maintenant. Tous les pays d'Europe construisent selon le même calcul, le même mode de calcul, mais avec des hypothèses différentes qui dépendent de l'aléa local de chaque région. Quel conseil peut-on donner, Véronique, à quelqu'un qui veut construire? Le premier conseil, ce serait de bien choisir son terrain. Il faut consulter les plans de prévention des risques qui permettent d'éviter de construire sur des endroits à problème, des endroits des pentes trop fortes, instables, des endroits où il peut y avoir des inondations. La deuxième chose, c'est de construire avec des formes simples, autant que possible évidemment, d'avoir des régularités, des symétries. Véronique, on a beaucoup parlé de construction parasismique, mais ce qu'on oublie souvent d'évoquer, c'est l'aménagement intérieur qui visiblement a son importance. Oui, bien sûr. Par exemple, les escaliers en bois doivent être correctement fixés de manière à ce qu'on puisse évacuer la maison aussi vite que possible. D'accord. Les mezzanines peuvent, si elles sont mal fixées également, peuvent servir de projectiles et endommager les murs principaux de la maison. Et puis évidemment, les aménagements intérieurs, tout ce qui peut tomber. Merci beaucoup Véronique. Il apparaît maintenant évident que la construction de l'habitat et la construction au sens large doivent absolument être accompagnées par des professionnels, car c'est là un paramètre incontournable pour éviter le pire en cas de séisme. Alors Sylvain, on est au stade de la conception parasismique. Est-ce que tu peux nous en exposer les différentes étapes? Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Guadeloupe, on doit concevoir parasismique. La loi nous l'impose. Donc, comme tout projet, on commence toujours par une esquisse. À partir de cette esquisse, on fait un projet en 3 dimensions. Et à partir donc, de ces plans d'architecte, donc un peu plus détaillés, il y a un ingénieur qui va donc traduire tout ça en plan d'exécution. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut anticiper sur les mouvements du bâtiment. Donc le travail de l'architecte ou de l'ingénieur, c'est de prévoir où est-ce que le bâtiment peut casser. Donc ça peut effectivement déboucher sur la partition du bâtiment par les joints parasismiques. Les joints parasismiques. Donc voilà. Bon, mais Sylvain, ce qui serait bien, c'est qu'on aille se rendre compte de tout ça sur place. On y va, tu nous emmènes? Ok, c'est parti. On y va. Alors Sylvain, d'un point de vue parasismique, est-ce qu'il était important que cette maison plutôt ait une forme à dominante, j'ai envie de dire, triangulaire? Bon, d'un point de vue parasismique, effectivement, puisque par définition, le triangle est indéformable. Mais au-delà de la forme géométrique, on a aussi des éléments de structure qui sont suffisamment dimensionnés
pour justement encaisser les différents efforts. Tu nous emmènes voir ça? Ouais. On y va. Je suis impressionné par la taille, la largeur du poteau là. Bon, je vais te faire une démonstration. Rapproche tes pieds. Si là tu as ton poids, effectivement, tes 2 pieds peuvent supporter ton poids. Okay. Si je te pousse, okay. c'est moins stable. Oui, en effet, oui. Je vais te faire une démonstration. Ouais. Écarte les jambes. Voilà. Bon, c'est toujours le même poids. Ouais. Par contre, ici, j'ai plus de difficulté à te pousser. Ah, impressionnant, oui. Voilà. Absolument. En fait, c'est exactement la même. C'est plus pour encaisser les chocs et les mouvements latéraux. D'accord, ok. Ça, c'est un raidisseur. Un raidisseur. Un raidisseur. C'est-à-dire? En général, en conception parasismique, on essaie d'encadrer les ouvertures. Donc là, cette fenêtre a la chance, on dirait, d'être du côté d'un poteau. Ok. Mais de l'autre côté, lors d'un séisme, on risque une fissuration. D'accord. Sur Ici, toute la longueur. En diagonale. Ok. Dans le parpaing. Donc, on crée un élément armé ici. D'accord, ça évite. Ça évite d'avoir une fissuration dans ce type de. Très bien. Donc, on a dit raidisseur, on a dit forme géométrique, on a dit aussi dimensionnement des poteaux. Il y a quelque chose d'autre à voir? On a les fondations et la nature du sol. On va voir ça. En fait, on est sur un chantier où on est au stade des fondations. C'est ça. Oui. Et ce que je voulais montrer, te montrer, c'est surtout les ouvrages qu'on a vus tout à l'heure. Donc, les poteaux, les raidisseurs. En fait, prenaient naissance depuis dans les fondations. D'accord. Alors, bon, Sylvain, on parlait d'études de sol tout à l'heure. Moi, ça craint rien, là. C'est un peu friable, moi, je trouve. Donc là c'est de la terre végétale. Oui. En fait, effectivement, mais l'étude de sol nous dit à quelle profondeur on doit aller chercher les semelles et quelle est la nature du sol porteur. Merci beaucoup, Sylvain, pour toutes ces précisions. Il est évident que tout projet immobilier, toute construction au sens large, doit absolument être accompagné par des professionnels si on veut éviter le pire en cas de séisme violent. Christian, on va revenir sur l'actualité et notamment sur ce séisme qui vient de frapper le Japon, particulièrement le nord-est. De quelle nature était-il? Il s'agit d'un séisme de subduction qui correspond au fait que la plaque Pacifique, qui supporte le fond de l'océan Pacifique, passe sous la plaque qui supporte les îles du Japon. Quel enseignement on peut en tirer, nous, à l'échelle de la Guadeloupe? On voit qu'un séisme de magnitude quasiment 1000 fois plus fort, celui d'Haïti, proportionnellement parlant, a généré moins de victimes et moins de dégâts. Excepté évidemment les victimes liées au tsunami. Et donc on voit que la culture du risque paye. Justement, la culture du risque, tu en parles. Qu'est-ce qu'on entend par culture du risque? La culture du risque, les Japonais ont l'habitude d'avoir de fortes secousses et ils ont éduqué leur population et ils ont adapté leur cadre de vie à cette situation-là. Et cela permet de minimiser le nombre de victimes et les dégâts en cas de gros problèmes. J'ai envie de dire à nous de nous en inspirer. À nous de nous en inspirer, c'est vrai, ils ont joué de malchance avec le tsunami, mais de toute façon, cette prévention est nécessaire. Alors justement, tu parles du tsunami. Pourquoi était-il si puissant? Le tsunami était puissant parce que le séisme était puissant. Et en fait, le tsunami sera aussi puissant que le séisme le sera. Il est proportionnel. D'accord, c'est une réaction. C'est lié, c'est un peu lié, effectivement. Est-ce que nous, on risque les mêmes choses, un tsunami aussi puissant? Bien entendu, dans la mesure où on a le même type de phénomène de plaque dans notre région, plaque en subduction, avec un séisme peut-être un peu moins fort, mais avec un tsunami qui pourra nous tomber dessus un jour ou l'autre. D'accord. Combien de temps on a pour réagir? Si on prend l'exemple d'un tsunami à moins de 100 km des côtes, on a beaucoup moins de 20 minutes. D'accord. Ce qui laisse peu de temps. Alors, de quels moyens on dispose aujourd'hui pour détecter le tsunami et surtout alerter la population qu'il arrive? Justement, dans le monde entier, il y a des réseaux de stations sismologiques, on a des réseaux de marégraphes, on connaît les zones tsunamigènes du monde entier. Donc on sait prévenir, on sait voir la création du tsunami, le voir se propager et on sait prévenir les autorités, les gouvernements. Le problème, c'est ce qu'on appelle, nous, l'alerte descendante. Comment les gouvernements font, eux, pour prévenir leur population concernée. Et là, cette alerte descendante n'est pas encore parfaite. On y travaille en tout cas. On y travaille. Merci beaucoup Christian pour toutes ces précisions. Merci Fabrice. Il apparaît plus que jamais essentiel, et l'actualité nous le prouve encore une fois, de construire parasismique et de poursuivre les actes de prévention. Merci d'avoir suivi cette émission. On se quitte sur quelques infos pratiques et puis je vous retrouve très bientôt pour un prochain numéro de Sismique. Mi-Séisme-Antilles est un site internet qui permet d'évaluer soi-même la capacité de résistance de sa maison vis-à-vis d'un séisme majeur. L'objectif est d'inciter les propriétaires à consulter les professionnels et ainsi de réduire la vulnérabilité du parc de notre île. En nous préparez-nous, en nous protégez-nous.